Bienvenue à toutes et à tous sur Médien TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et toute l'équipe vous accueille chaleureusement. Je vous propose à présent de comprendre sûrement ce titre que vous avez déjà lu quelque part, La peur de l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, comment comprendre cette situation qui peut apparaître même à l'âge adulte? Lorsqu'on parle d'abandon, on fait souvent référence à la petite enfance, mais les manifestations de cette peur de l'abandon peuvent suivre la personne à n'importe quel âge. On en parle tout de suite avec vous, docteur Atmal Lorabi. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Merci infiniment d'être avec nous, docteur. Un plaisir de vous avoir. Bonjour Yasmine et merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, comment vous définissez, vous, en tant que spécialiste, la peur de l'abandon? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un syndrome? Est-ce que c'est un trait de caractère? Qu'est-ce que c'est exactement? On va dire que c'est plutôt un syndrome, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs éléments qui rendent tous compte d'une peur exagérée, voire irrationnelle, de l'abandon qui va être opéré à ce moment-là, soit par des parents, soit par des proches, le conjoint, etc. Donc, quand on parle de cette définition-là, à ce moment-là, le symptôme principal reste la peur, hein, comme vous le dites dans votre titre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, cette peur de l'abandon, elle peut avoir plusieurs conséquences comportementales, essentiellement d'un point de vue relations interpersonnelles et relations sociales. Pourquoi est-ce qu'on parle de relations interpersonnelles? Parce que quand on parle de peur d'abandon ou d'abandonnisme, alors ça intervient dans plusieurs éléments de la terminologie médicale. On peut parler d'abandonnisme en tant que fonctionnement, on peut parler de névrose d'abandon pour des choses, on va dire, avec un référentiel un peu plus ancien. On peut parler de personnalité abandonnique. Donc, si vous me permettez, c'est un terme qu'on peut reprendre à toutes les sauces, mais qui a tendance à décrire un fonctionnement qui va être teinté par des relations interpersonnelles qui vont être dominées par un peu d'agressivité, par une peur qui peut se manifester par des crises d'angoisse, etc., face à des situations où il y a un enjeu relationnel important, en cas de situation de désaccord, en cas de situation de désamour quelque part. Et ce que je vous disais, c'est que cette théorie, ou plutôt cette histoire d'abandonnisme rend compte de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui est une théorie qui insiste sur le fait que comment dire, les relations interpersonnelles, nos interactions sociales, eh ben, c'est un besoin qu'on a et qu'on trouve une sorte d'épanouissement et de plaisir dans des relations interpersonnelles et sociales de bonne qualité, de la même manière qu'on se sent en détresse quand ces mêmes relations interpersonnelles cessent d'exister. C'est là le fondement de l'abandonnisme. Alors, pour comprendre, est-ce que ça remonte forcément à l'enfance, l'origine? Ça ne remonte pas forcément à l'enfance, mais disons que dans la majorité des cas, il y a des éléments qui ont accompagné la personne pendant son enfance. Ça peut être un abandon parental, ça peut être une négligence de soins tout simplement, ou une maltraitance aussi bien physique que psychique. Ça peut être une carence de soins, ça peut être des choses même à un niveau symbolique, c'est-à-dire des parents peut-être qui sont un peu absents de la maison à cause d'un travail particulier qui nécessite des déplacements très longs à l'étranger ou dans d'autres villes, ce genre de choses. Et ben, ça forme le lit d'une personnalité qui pourra avoir des soucis qui sont inhérents à cette histoire d'abandonnisme. Et si vous voulez, on peut essayer d'expliquer les choses sous la forme d'une petite histoire. Bien sûr. Quand on parle d'un enfant qui va vivre les premières relations interpersonnelles d'un enfant, ce sont ses parents. Le petit cocon familial, le couple parental représente à ce moment-là un petit peu l'univers de l'enfant et c'est la source, le couple parental est la source de la sécurité, est la source de l'amour, est la source des soins. C'est à un certain point ce qui dicte à quel point est-ce que l'enfant peut être en amour de lui-même, c'est-à-dire s'aimer, se dire, avoir l'idée qu'on est un enfant aimable, qu'on est aimé par nos parents, etc. Et si vous voulez, les carences qu'il peut y avoir à ce stade-là,
vont accompagner cet enfant au fur et à mesure de son développement psychomoteur, de son développement psychique, et au fur et à mesure qu'il y a des interactions sociales un peu plus importantes. Donc, c'est-à-dire que cet enfant, s'il a des carences pendant ses premières années de vie, et puis quand il arrive à l'adolescence, il vit des interactions sociales qui vont être caractérisées par une sorte d'exclusion, une sorte de rejet, les moqueries, etc. Ben, on peut comprendre que l'idée qui a germé dans le mental de l'enfant, comme quoi il n'est pas suffisamment aimé parce qu'il n'est pas suffisamment bien, va petit à petit s'approfondir et s'ancrer un peu plus dans la structure de la personnalité de l'individu dont on parle. Si bien que même bien plus tard, quand on finit l'adolescence et quand on est dans des enjeux d'âge adulte, notamment quand on parle de cercle social ou quand on parle de relations affectives, de trouver l'âme sœur, se marier, fonder un foyer stable, etc., cette idée-là qu'on n'est pas suffisamment bon et qu'on n'est peut-être pas suffisamment aimable et aimé risque de à nouveau réapparaître et à nouveau donner un cadre relationnel particulier qui va être souvent matérialisé par des interactions un petit peu agressives, des crises de colère ou des crises de nerfs qu'on a l'impression qui sont un peu déconnectés de la réalité, qui viennent de manière totalement inattendue. Ça peut Ça être peut aussi, être docteur, pardon de vous interrompre, mais ça peut être aussi un comportement trop lisse, alors pour trop exactement. plaire, justement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette idée qu'on n'est pas suffisamment bien, eh ben, on va commencer à user de subterfuges et de stratégies de camouflage, c'est comme ça qu'on les appelle, pour essayer de plaire aux gens avec qui on est en interaction et à qui on cherche bien sûr à avoir, avec qui on cherche à avoir une relation plus ou moins pérenne. Et donc, ce que vous venez de décrire, Yasmine, le fait d'être lisse, entre guillemets, ça s'appelle en psychologie être passif. Être passif, ça veut dire ne pas manifester son mécontentement, ne pas manifester sa tristesse, ne pas manifester sa colère vis-à-vis d'une parole, vis-à-vis d'un comportement qui est issu de la personne que j'ai en face de moi, parce qu'il y a quelque part l'idée que si jamais je dis que ça m'a déplu ou que ça m'a rendu triste, et bien que la personne va me rejeter et donc quelque part m'exclure. Il ne faut pas oublier que cette histoire d'abandon, elle résonne très fortement avec cette notion d'exclusion et de rejet. Donc, même si on sort un petit peu du cadre classique de l'abandon d'un enfant par ses parents, on reste dans des problématiques qui sont parfaitement similaires quand on parle, par exemple, d'enjeux affectifs où on cherche à se rapprocher sentimentalement d'une personne, où on va justement, au-delà des comportements de séduction, être dans des stratégies, comme vous le disiez, de camouflage, de fausse de passivité qui donne l'air d'une fausse cool attitude, entre guillemets. Mais le problème, c'est que premièrement, cette stratégie à long terme n'est pas tenable et très souvent, on le voit dans les discussions avec les gens, c'est que il y a un certain laisser-aller, un certain laisser-couler pendant plusieurs mois, plusieurs années d'une relation, mais ceci induit un stress relationnel. Il y a de la contrainte dans cette relation et un beau jour, tout ceci va se traduire par un accès d'agressivité qui va bien sûr être totalement incompris de la part de la personne qu'on aura en face, parce qu'il parce qu'il se situera dans une rupture totale de comportement et où justement on va aboutir à un rejet. Donc cette peur au début qu'on avait et qui a guidé tous ces camouflages et toutes ces passivités nous mène au final à la réalisation de cette peur, à savoir être exclu, être rejeté et que la relation qu'on a avec la personne en face, elle cesse. Ça, c'est juste un des nombreux exemples des différentes facettes qu'il y a et qui sont en rapport avec ce genre de fonctionnement, avec cet a priori qu'on pourrait avoir de désamour de soi ou qu'on n'est pas suffisamment aimable ou suffisamment bien. Alors, est-ce que la personne qui en est, entre guillemets, victime, en est consciente? Est-ce qu'elle sait qu'elle a peur de perdre l'autre?
Oui, on peut avoir cette conscience de ce fonctionnement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir conscience de toutes les conséquences Bien comportementales de sûr. cette peur. Et c'est peut-être là où est le problème, parce que le fait d'avoir peur n'a jamais été le problème. La peur est une émotion qu'on dit être négative, mais c'est une émotion qui a fonction de survie, donc elle est éminemment positive dans sa fonction. Donc, et si vous voulez, la peur est problématique quand nos comportements sont dictés par la peur et non plus dictés par ce qui est logique et ce qui est raisonnable. C'est vraiment là la situation. Et donc, on peut très bien avoir conscience qu'on a une certaine sensibilité au rejet. Et j'insiste pour dire qu'on a tous une certaine sensibilité au rejet. C'est la douleur morale la plus intense qui soit en relation avec les interactions sociales, celle qui est liée au rejet et à l'exclusion, entendons-nous bien. Mais le fait d'avoir cette idée comme étant l'explication ou le prisme à travers lequel on voit ce qui se passe dans nos relations et ensuite laisser ça dicter nos interactions, c'est ce qui va aboutir à de la passivité d'une part et de l'agressivité, et c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on aura des relations plus ou moins tumultueuses, c'est le vrai terme, tumultueuses, qui vont être marquées par des ruptures, des réconciliations, puis à nouveau des ruptures, ce qu'on appelle un comportement de test de la Mm. relation, c'est-à-dire ce sont des individus qui souvent, quand ils vont être dans une relation, ils vont commencer à s'attacher, vont commencer à, je le dis bien entre guillemets, des conduites d'auto-sabotage, mais en fait, ces conduites d'auto-sabotage correspondent à un test, c'est-à-dire la personne a peur, elle se dit que la personne que j'ai en face de moi n'attend que la plus petite excuse pour me laisser, alors tiens, je vais créer un problème pour tester son affection pour moi. Est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'elle va partir? Seulement, on peut imaginer que quand on répète ce genre de comportement, eh ben, n'importe quelle personne qu'on a en face de nous va se trouver être excédée et risque à ce moment-là de nous rejeter et de nous exclure. Alors, on va se mettre dans la peau aussi du partenaire, d'accord? Toujours dans une même petite histoire, vous avez une femme qui a ce type de comportement d'autosabotage dans ses relations. Et puis, un beau jour, elle rencontre quelqu'un qui, au contraire, tient vraiment à elle et se rend compte de ce mal-être. Euh, Est-ce que le partenaire de vie peut avoir un rôle positif, peut jouer un rôle, ou bien il faut forcément passer par la case du spécialiste? Je vous dirais que le partenaire a un grand rôle parce que, évidemment, cet abandonnisme est réglé ou est amoindri par des relations sociales de bonne qualité. Qu'est-ce que j'entends par des relations sociales de bonne qualité? Ce sont des relations où on va se permettre d'être authentique, où on va prendre le risque de manifester certaines émotions qu'on qualifie tous, euh, je dirais, de négatives, entre guillemets, comme la colère, la tristesse et la peur, des choses qu'on va exprimer. Et si la personne qu'on a en face de nous est dans une attitude de non-jugement et de compréhension et d'acceptation, je peux vous assurer que cela nous aide à dépasser ces peurs abandonniques et ça nous permet un petit peu de rectifier notre manière d'appréhender les interactions sociales, notre manière de nous appréhender nous-mêmes en tant qu'individus. Ça change aussi notre capacité à nous accepter nous-mêmes. Et qu'est-ce que j'entends par nous accepter? C'est accepter nos points noirs, nos défauts, nos traits de caractère qui nous paraissent être gênants. Parce que très souvent, quand on est dans une relation authentique, une relation sociale authentique, qui n'est pas basée sur les stratégies de camouflage dont je parlais, alors bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais très souvent, eh ben, on se retrouve dans des vraies relations basées sur le partage, sur le respect, sur la bienveillance, sur la tolérance, donc sur l'acceptation. Et c'est vraiment ça. Quand on a en face de nous un partenaire qui est dans l'acceptation, c'est presque la moitié du chemin. En revanche, quand on est face à quelqu'un qui est pas dans l'acceptation parce que ceci ne correspond pas
à sa manière de voir les choses, ou quelqu'un qui est très souvent dans le jugement rapide, ça peut être plutôt un frein pour dépasser cette peur de l'abandon. Et à ce moment-là, il est clair qu'il vaut mieux passer par une prise en charge en bonne et due forme en psychothérapie. Donc la personne qui est dans cette situation ressent véritablement un mal-être, un vrai mal-être. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, d'un point de vue médical, l'abandonnisme peut rentrer euh, dans différentes choses. Ça peut aller de la phobie sociale jusqu'au trouble de la personnalité borderline. Ce sont des fonctionnements qu'on retrouve assez souvent. Et je vais même vous dire, euh, c'est assez paradoxal, c'est mon impression, c'est que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, alors que je disais que c'est paradoxal parce qu'on peut imaginer que les réseaux sociaux promeuvent les interactions sociales, oui, mais pas des interactions sociales de bonne qualité. Et justement, avec cette explosion d'interactions sociales virtuelles qui sont très superficielles, qui sont basées sur les apparences, sur un jugement très rapide, etc. Enfin, ça, c'est toutes les déviances des réseaux sociaux. Et ben, assez paradoxalement, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce genre de troubles. Il y a de plus en plus de gens qui sentent qu'ils ont une espèce de pression sociale ou sociétale immense qui risque de les exclure si jamais ils sortent d'un certain schéma. Donc, la souffrance est immense et elle peut se compliquer, encore une fois d'un point de vue médical, de plein d'autres pathologies, au moins la dépression, ça c'est quelque chose qui est reconnu, au moins les troubles addictifs, parce qu'on envisage bien sûr avec aisance que quelqu'un qui est toujours dans la peur de perdre la personne à laquelle il est attaché, eh ben, va vivre un stress permanent de tous les jours et va chercher du soulagement là où il pourra, quoi. Mm. Donc en fait, lorsque on aborde des thématiques comme la confiance en soi, etc., l'estime de soi, il ne faut pas les survoler parce que derrière, il peut y avoir des choses plus profondes comme la peur de l'abandon. Absolument, je vous dirais que c'est presque toujours lié, la problématique de confiance en soi et d'abandonnisme. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au désamour de soi. C'est une autre manière de parler de manque de confiance, parce que la confiance en soi, ça ne veut pas dire se tenir en très haute estime, pas du tout. La confiance en soi, ça veut dire s'estimer à sa juste valeur et s'accepter en tant que tel. Et donc, une fois qu'on le définit de la sorte, on comprend sans problème que c'est très intimement lié à ces soucis d'abandonnisme, à ces soucis de comportement passif-agressif qu'on peut avoir dans les interactions sociales et à même l'apparition de ce qu'on appelle un trouble anxiété sociale ou ce qui était appelé phobie sociale, qui se définit par une peur exagérée du jugement d'autrui. Parce que le jugement est le plus souvent dans la tête de la personne. Il se dit que le jugement va être négatif et qu'il va être suivi d'exclusion et de rejet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Atmal Lorabi. Merci pour toutes ces précieuses explications, d'autant plus que ce sujet est un petit peu galvaudé et malmené dans les médias. Donc, c'était important pour nous de décrypter tout ça avec vous, un spécialiste de la question. Merci, docteur. À très vite. Au revoir. Merci à toute l'équipe en régie et à très, très vite sur les ondes de Média Radio et sur Média TV.